La rue idéale, je pense que c'est une rue qui doit être extrêmement appropriée par les gens qui y habitent. Et je pense que le maître mot pour arriver à réussir ce pari de la cohabitation, de la mixité, c'est de ralentir. C'est la rue lente, par opposition aux grands axes, aux grandes infrastructures, qui nous permettent d'être très efficaces au sein des métropoles. Ça va être aussi la rue qui va être lumineuse, mais ombragée. Ça va être la rue de l'enfant autonome, mais aussi qui va être accueillante pour les personnes à mobilité réduite. Donc pour résumer, c'est la rue où il va y avoir eu ce travail précis, ce travail d'orfèvre qui va faire que des usages qui peuvent paraître antagonistes vont cohabiter harmonieusement. Il y a cette notion de double diagnostic avec voilà, deux échelles extrêmes qui va être celle de la métropole, voire au-delà. Puis il va y avoir l'échelle de la rue qui a vocation à devenir une rue commune. On va essayer d'affiner un petit peu la qualification et la quantification des usages. Et très rapidement, il va quand même falloir essayer de voir ce qui relève du trafic de transit, et en particulier du transit motorisé, de ce qui relève du trafic de desserte. On a une chance très forte en métropole, dans les territoires métropolitains, c'est qu'on a une excellente accessibilité multimodale qui est proposée par les réseaux de transport en commun, par des grandes avenues, des grands boulevards, des grandes pistes cyclables. Voilà, on sait traiter, ou en tout cas on essaye de bien traiter une mobilité très efficace, avec des gros tuyaux, avec des origines-destinations, des flux importants qu'on arrive à accueillir. Et la rue commune, elle vient se dessiner, je pense, le réseau de rue commune vient se dessiner un peu en filigrane de ce réseau principal de transport. On sait qu'on a, là les indicateurs sont quand même assez clairs, une très large majorité des flux quotidiens qui sont des flux de courte distance. C'est quelques centaines de mètres, des petits kilomètres, tout ça se fait très bien à pied, en vélo, en transport en commun. Avec le confinement, on a eu une augmentation très forte de déplacements à vélo, plus 30%. Et pour autant, des services de transport en commun qui peinent à retrouver le public qu'il pouvait y avoir avant la crise, et surtout un retour de la voiture avec des niveaux quand même très importants. On a aussi, notamment sur les territoires des grandes villes, j'allais dire, appris à se déplacer autrement, voire à ne plus se déplacer. Le développement du télétravail, c'est une forme de c'est une petite, voire une grande révolution dans le monde du travail. Et il y a une attente de la part des résidents, des télétravailleurs, d'avoir j'allais dire, alors évidemment la ville du quart d'heure avec un certain nombre d'équipements, d'aménités à proximité, et des espaces publics capables de pouvoir accueillir des flux de courte distance. Si on devait être schématique, on pourrait dire qu'il y a 3 critères principaux pour choisir entre soit séparer les cyclistes des usagers motorisés en faisant des pistes cyclables, soit mélanger les vélos et les véhicules motorisés. Et le premier critère à prendre en compte, c'est bien évidemment le volume de trafic motorisé. Quand vous êtes au-dessus de 4000 véhicules jour dans une rue, eh bien, il faut commencer à se poser la question soit de créer des aménagements cyclables séparatifs, soit de faire baisser le volume de trafic motorisé. Le deuxième critère, tout aussi important, c'est la question de la vitesse. La vitesse des usagers motorisés au-dessus de 30 km/h. Eh bien, encore une fois, il va falloir se poser la question de séparer éventuellement les cyclistes des usagers motorisés. Et puis, troisième critère, c'est le volume de trafic cycliste. Ça n'est qu'un exemple, il y a aussi cette réflexion à faire avec les autres modes de déplacement. Effectivement, je ne peux qu'être d'accord, bien évidemment. On doit travailler sur la mixité. Et cette mixité, elle présente aussi l'avantage, alors évidemment en ralentissant, d'avoir des aménagements vraisemblablement plus agile, plus souple, parce qu'effectivement, on va peut-être, sans doute, pouvoir faire disparaître le trottoir et le fondre avec la chaussée, ou fondre la chaussée avec le trottoir, avoir des aménagements davantage de niveau. Et on voit encore qu'il y a toujours cette question d'arriver à libérer, on peut parler de libération des rues de la présence motorisée, donc en stationnement et en transit, sans une interdiction complète, parce qu'on aura toujours besoin de véhicules motorisés dans beaucoup de rues. Le confinement, ça a été l'occasion pour les aménageurs et les décideurs
découvrir ou de redécouvrir l'urbanisme tactique, les aménagements dits de transition par certains, qui ont donc été développés de manière massive en quelques semaines. On a eu près de 1000 kilomètres d'aménagements cyclables et piétonniers qui ont été réalisés. Entre 80 et 85% des aménagements cyclables et piétonniers de transition qui, 2 ans après leur mise en œuvre, sont toujours en place. Alors l'urbanisme tactique, il va avoir moult avantages dès lors qu'on est sur des dispositifs innovants, parce que c'est une possibilité de pouvoir déjà inclure les citoyens dans la co-conception de ces espaces, dans l'appréciation de leur efficacité, de la réponse aux objectifs qu'on se sera collectivement fixés. La gouvernance des mobilités, elle s'organise sur au moins 3 compétences, pouvoirs qui sont déjà bien distincts. On a déjà la compétence mobilité, donc qui a été redéfinie par la loi d'orientation des mobilités. On a aussi la compétence voirie. On a aussi le pouvoir de police, qui est le pouvoir de réguler les circulations et le stationnement sur l'espace public. Et puis il y a aussi encore une 4e qui est la compétence aménagement. Et là où il y a de la complexité, c'est que ces pouvoirs, ces compétences, eh bien parfois, elles ne sont pas portées par la même collectivité sur un même territoire. Après, qu'est-ce qui est vraiment opposable juridiquement, parce que finalement, il y a un moment, il y a des questions très fortes, c'est les plans locaux d'urbanisme et les documents de planification de mobilité sont souvent pas de fondement juridique extrêmement solide. C'est pas un outil sur lequel les aménageurs, les collectivités, les décideurs peuvent se baser. Heureusement, il y a quelques lois, la LOM, la LOR, qui nous aident quand même à bien avancer et à avancer dans le bon sens. Mais c'est vrai que quand on élabore un PLU ou un PLUI, il est là pour 10 ans, 12 ans. Effectivement, les temps changent et ils changent parfois plus vite que ne le permettent les documents d'urbanisme. Donc, il faudrait qu'on arrive à mettre des sortes de clauses d'évolutivité ou que ces documents d'urbanisme traduisent davantage, et c'est très compliqué, des trajectoires plutôt que de figer dans le marbre des valeurs. Dans cette planification d'urbanisme, il faudrait faire en sorte qu'on essaye de construire une ville sur laquelle il y a besoin de moins se déplacer, en tout cas moins se déplacer autrement qu'à pied, à vélo sur de la courte distance. On peut noter quand même effectivement des progrès, avec par exemple donc un article qui prévoit que dans les plans de mobilité, eh bien, il y a forcément un volet consacré à la continuité ou la sécurité des modes actifs, donc ce qui peut laisser espérer une meilleure prise en compte de la marche et du vélo dans les documents de planification des mobilités.